Bonjour à vous tous, je me présente, professeur Marco Fonseca, enseignant à la Universidad Complutense de Madrid depuis 1978. J'enseigne la littérature hispanique, mais me spécialise plus particulièrement dans les auteurs du boom littéraire latino-américain. De ce fait, Mario Vargas Llosa, je le connais comme le fond de ma poche. Donc, sans plus tarder, attaquons-nous au vif du sujet. Tout d'abord, c'est au Pérou, en 1936, que Dora Llosa donna naissance au jeune Mario. Ils devront déménager peu de temps après en Bolivie chez le père de Dora, celle-ci s'étant séparée d'Ernesto, son ancien mari. Mario passa alors la majorité de son enfance en Bolivie, lorsqu'il sera forcé de retourner vivre au Pérou en 1946, le pays étant maintenant gouverné sous le régime politique de José Luis Bustamante y Rivero. L'homme politique fut président du Pérou de 1945 à 1948 sous le parti du Front démocratique national, surnommé le Frelimo, un parti démocratique de centre-gauche dont fera partie plus tard dans sa vie Mario Vargas Llosa. C'est un vilain coup d'État orchestré par Manuel Odría, de l'Union nationale odriiste, qui renversa le président José Luis de ses fonctions et fit place à Manuel à la présidence du pays. José Luis s'exila alors de force à Buenos Aires, en Argentine, lorsqu'il fut chassé par Manuel et ses compatriotes. Malgré son jeune âge, Mario s'intéresse déjà à la politique et comme plusieurs auteurs du boom littéraire, il saura s'en inspirer dans l'écriture de ses œuvres. Lorsqu'il étudiait la littérature et le droit à l'université de San Marcos, à Lima, Mario avait beaucoup de haine envers Manuel Odría et El Ocheño, le gouvernement. Les idées que défendait l'homme d'État s'opposaient complètement aux valeurs et aux convictions de Mario Vargas Llosa. Cet homme qui régna sur le Pérou de 1948 à 1956 était aussi un général militaire sans pitié. Mario voulait le combattre, mais de manière pacifique, et ce par l'entremise de ses paroles et de diverses manifestations. Pour y parvenir, il rejoint alors une branche étudiante du Parti communiste péruvien, mais l'abandonna très tôt pour protester contre leur soutien au mouvement de l'homme d'État Joseph Staline contre l'art et la littérature. Ce dernier en était à ses dernières années de tyrannie, car Staline rejoignit la mort en 1953. En 1958, Mario Vargas Llosa poursuivit ses études à Madrid grâce à une généreuse bourse scolaire. Il s'agit à ce moment-là d'une époque plus sombre pour ce qui était anciennement appelé Hispania, ou bien la terre des lapins. En effet, l'Espagne franquiste, tel est le nom donné à la période entre 1939 et 1977, est régie sous la tutelle de Francisco Franco, un dictateur. Alors, lorsque Mario s'installe à Madrid en 1958, le pays est considéré comme l'État espagnol sous Franco. Le régime politique du dictateur s'appuie sur une idéologie conservatrice et nationale catholique et forge son autorité grâce à des concepts tels que la censure et l'installation du parti unique. Ce n'est pas que les Espagnols qui sont mis contre Franco, mais tout le clergé, lorsqu'en 1960, 339 curés ont signé une lettre dénonçant le manque de liberté confessionnelle et d'autodétermination du clergé. Aucune constitution n'est en vigueur en Espagne, sauf quelques textes et lois écrites par le dictateur lui-même. Il eut un pouvoir presque absolu, sans limite, sur l'État espagnol jusqu'à sa mort en 1975. Toutefois, certains aspects économiques tels que le PIB et le tourisme ont connu une croissance fulgurante pendant les années 1957 à 1972 pendant son règne. L'Espagne verra le retour de leurs premières élections libres lors de la transition démocratique après la dictature de Franco seulement en 1977, lorsque le peuple décidera d'élire Adolfo Suárez au pouvoir. C'est en 1960 que le prix Nobel Vargas Llosa se déplaça vers Barcelone et rencontra des grands noms de la gauche divine. Ce mouvement d'intellectuels et d'artistes de gauche s'est développé à Barcelone en 1960 et rejoignait tout à fait les intérêts de Mario. C'est d'ailleurs durant ce temps qu'il s'est lié d'amitié avec plusieurs autres artistes du boom littéraire latino-américain tels que Julio Cortázar, Carlos Fuentes et Gabriel García Márquez. Cette période historique à succès est l'une des plus prestigieuses de l'Amérique latine. C'est durant cette ère d'écriture que des artistes émergents de l'Amérique latine se sont fait connaître partout en Europe et même ailleurs dans le monde pour la beauté, l'originalité et la justesse de leurs écrits. Puisqu'en plus d'être talentueux en écriture, M. Vargas Llosa œuvre en politique. Il fut tenté au départ par le communisme, celui-ci ayant déclaré son soutien à la guérilla péruvienne. D'ailleurs, il eut un temps où il soutenait fermement la révolution cubaine menée par l'intemporel général Fidel Castro et Che Guevara.
Cette révolution débuta en 1953 à Cuba et c'est en 1959 que Castro, Guevara et leurs alliés chassèrent Batista du pouvoir par opposition au gouvernement autoritaire cubain de 1902 soutenu par les États-Unis. En 1965, le parti devint le Parti communiste cubain. Cependant, Mario est très déçu de cette révolution et décide alors de se tourner vers le libéralisme. C'est pour lui un changement brutal d'opinion et un recul loin de ses anciennes visions révolutionnaires. Il s'est d'ailleurs lui-même lancé en politique aux côtés du libéralisme. Il posa sa candidature au poste de président péruvien, mais perdit l'élection de 1990 contre son rival Alberto Fujimori. Depuis ce temps, il se consacre surtout sur l'écriture. Pour ce qui est du contexte social et économique du Pérou actuellement, la situation est alarmante. Avec un PIB par habitant de 3 879 $ comparativement à celui du Canada qui s'élève à 46 200 $ par habitant, et à un taux de pauvreté frôlant les 45 % pour le Pérou, Mario Vargas Llosa fait partie de la classe moyenne, mais parmi les plus aisés de la classe au pays, avec une fortune avoisinant les 650 000 $ canadiens. Notre lauréat du prix Nobel vit dans la simplicité, mais n'est toutefois pas à plaindre. En conclusion, ce grand artiste du boom littéraire latino-américain aura su en charmer plus d'un, et ses œuvres resteront à tout jamais gravées dans le patrimoine hispano-américain.